Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Quels sont les plus grands défis que nous devons relever dans nos industries du tourisme et des sports outdoor ? Quels sont les signaux faibles et les tendances fortes qui se développent dans notre société ? Et surtout, qui sont les leaders qui réfléchissent et développent les meilleures pratiques ? Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et en particulier des marques, et d'Armelle Solélac, spécialiste de prospective et de stratégie de marque, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette 3e saison, avec l'aide de nos invités, nous allons parler de responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE. Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité et encore mieux anticiper l'avenir. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Laure Jarlot, responsable RSE du groupe Rossignol. Bonjour Laure. Bonjour Ariane, bonjour Armelle. Bonjour. Alors Laure, est-ce que tu peux, pour démarrer cet épisode, nous parler de ton parcours académique et également ton parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui, s'il te plaît ? Avec plaisir. Alors, à la fin de mes classes prépa, j'ai passé des concours pour intégrer une école d'ingénieur. Je savais pas en quoi exactement, mais plutôt en environnement, géologie ou des choses comme ça. Et la même année, j'ai réalisé 2 rentrées dans 2 écoles d'ingénieurs différentes, mais aucune ne m'a plu. Et j'étais quand même décidée à intégrer une école à Grenoble. Donc, j'ai appelé le directeur de l'école de Grenoble et je lui ai dit qu'il avait dû m'oublier et que j'arrivais le lendemain. Il a répondu que j'avais de l'audace et il m'a dit chiche, à demain 10h il y a contrôle de match. Je lui ai dit non, à midi j'habite au fin fond de la Haute-Loire, laissez-moi le temps d'arriver. Et c'est comme ça que je suis devenue ingénieure prévention des risques et environnement et que j'ai découvert les belles montagnes grenobloises. Attends, c'est quoi cette école dans laquelle tu peux rentrer sur un coup de fil ? Et ben ouais, c'était vraiment très très chouette parce que du coup depuis ce jour j'ai qu'un maître mot, il faut oser, on n'a rien à perdre à demander et on peut avoir que finalement que mieux ce qu'on a. Sinon j'étais partie pour être prof de maths ou institutrice. Finalement la vie en a décidé autrement et du coup voilà, je me suis installée sur Grenoble. Et après ? Et ensuite, concernant ma carrière professionnelle, j'ai intégré le groupe Rossignol en 2002 afin de faire certifier notre première usine à la norme environnementale internationale ISO 14001. Et depuis, j'y suis restée. Je suis devenue finalement responsable sécurité environnement d'une usine, puis du groupe Rossignol. Et en 2015, j'ai engagé le groupe dans la RSE. Et depuis, je lance plein d'actions dans ce domaine-là et j'ai pas encore accompli tout ce que j'ai envie d'accomplir dans cette belle entreprise. Donc pour l'instant, je suis encore là. Alors, Rossignol, c'est évidemment une entreprise qui est majeure dans le secteur de l'outdoor. Comment tu fais pour faire bouger les lignes en interne de manière quotidienne ? En été 2021, on avait un nouveau CEO qui était arrivé et je nous ai embarqués dans la Convention des entreprises pour le climat. Et du coup, avec 150 autres entreprises, on a vécu une formidable aventure collective, mais aussi individuelle. Et on a pris une belle claque climatique. On a pris conscience de l'urgence, que l'échelle de temps était finalement plus courte que ce qu'on pensait, que l'impact était systémique et massif et qu'il fallait agir. Et depuis ce jour-là, notre CEO communique régulièrement à tous les salariés. Il communique sur la stratégie RSE avec comme objectif d'aligner les gens, mais surtout de les mobiliser et de faire une mobilisation collective. Donc du coup, dans ce contexte, pour moi, c'est assez facile de faire bouger les lignes. Et du coup, depuis plus de 20 ans chez Rossignol, à quoi ressemble ton quotidien professionnel et puis comment est-ce qu'il a évolué puisque ton poste et tes fonctions ont évolué au sein même de ce groupe ? Alors, pas de quotidien, c'est ça qui me donne le sourire et la banane tous les jours. Pas de routine, ça c'est le top. Je travaille avec des personnes différentes sur des sujets variés, vraiment tous les jours, parce que la RSE, c'est vrai que ça ouvre un large éventail.
Je sais pas, rien qu'aujourd'hui, en fait, j'ai des groupes de travail sur la trajectoire bas carbone que j'ai lancé. Hier, on a bossé sur des sujets d'upcycling, comment fabriquer de nouveaux objets avec des skis hors d'usage. La semaine d'avant, c'était avec la finance pour savoir comment est-ce qu'on compte finalement ce qui compte vraiment, ce qui est pas forcément du coup voilà simple, mais du coup on arrive à trouver des nouvelles choses avec la communication. Depuis un mois, on fait des communications sur LinkedIn, sur Insta. On explique notre démarche RSE. Je bosse avec l'INO, la R&D, le marketing. Enfin, c'est formidable. Et du coup, effectivement, il n'y a pas de quotidien. C'est tous les jours des nouveaux sujets. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes missions actuelles et du coup, quels sont les plus gros challenges que tu dois relever? Ce qui me plaît le plus, c'est tous les jours me dire que j'ai participé à baisser l'impact d'un groupe comme Rossignol. Ça me motive. Et puis surtout, imaginer avec toutes les équipes les nouvelles solutions, des nouveaux produits, des nouveaux process, des nouvelles façons de travailler. Il faut inventer des nouvelles façons de produire. Enfin, on a la chance, on a tout l'avenir est devant nous. On doit tout imaginer si on veut arriver à faire quelque chose. Et donc ça, vraiment, ça me motive. Et ce que j'aime, c'est effectivement la multiplicité des sujets et de faire aussi que c'est un sujet qui évolue sans cesse. Et en fait, il faut beaucoup se tenir informé, il faut suivre les évolutions. Et du coup, c'est hyper stimulant enfin, d'avoir un job en perpétuelle évolution, en fait. C'est de l'innovation permanente. Ouais, exactement. On doit se renouveler tout le temps et on doit trouver sans arrêt des nouvelles idées. Donc ça, c'est hyper stimulant. Est-ce que c'est... Alors, être tout le temps en recherche d'informations, c'est hyper stimulant, mais est-ce que c'est pas aussi effrayant parce que quelque part, t'es jamais complètement informé ou il y a toujours une nouvelle information qui va en pousser une autre? Ouais, exactement. C'est assez challengeant, mais c'est non, j'aime beaucoup ça. Moi, ça me donne l'énergie, en tout cas, d'aller chercher, de découvrir sans arrêt des nouvelles choses. Je bosse beaucoup aussi avec d'autres entreprises parce que ensemble, on va plus loin et c'est hyper stimulant. Tout le monde cherche, propose aux autres, etc. Dans le domaine de la RSE, on a décidé depuis très longtemps qu'il y avait non-concurrence et qu'en tout cas, on avait tous intérêt à se tirer vers le haut pour aller plus vite. Et du coup, on fait beaucoup aussi de partage d'informations, etc. Mais du coup, avec un environnement comme ça qui est aussi incertain, un sujet aussi complexe et avec des nouveautés en permanence, il faut faire des choix. Est-ce que du coup, tu as dû faire des choix? Est-ce que tu as commis des erreurs ou une grosse erreur dans ce parcours-là? Alors, j'ai pas en tête en fait une situation spécifique. Après, comme tout le monde, je fais des erreurs, j'oublie des jours dans les réunions, je dépasse des délais, je fais des fautes de frappe embarrassantes, pas mal de choses comme ça. Mais en tout cas, à chaque fois, ce que je répète quand on sort d'une réunion et qu'on n'est pas content, etc., c'est que on n'est pas chirurgien. Je relativise toujours les choses et j'ai appris surtout à voir toujours les choses du bon côté. Et de faire de chaque erreur une nouvelle opportunité, un nouvel apprentissage, de garder le sourire et de toujours tirer les gens vers le haut en disant OK, next, c'est pas grave, on a appris et on continue en fait. Et il n'y a pas de bonne solution aujourd'hui sur la RSE. En fait, il y a que des innovations, on fait des essais et je dis souvent qu'on a le droit de se tromper parce qu'en fait, on sait pas où on va. Donc, on essaye, on pense que c'est la bonne solution. C'est comme l'électricité en ce moment. Tout le monde dit, bon, faut mettre que des véhicules électriques et véhicules électriques. Normalement, on se dit, bon, est-ce que c'est la bonne solution? Bah, on sait pas. Et ben, on va quand même mettre une partie des véhicules en électrique et puis on verra bien. Et puis, si c'est pas ça l'avenir et puis après, il faut passer à l'hydrogène, eh ben, on passera à l'hydrogène. De toute façon, il faut avancer. On peut pas être statique. Donc, il faut y aller, il faut agir. On n'est pas sûr que ça soit toujours la bonne solution. En tout cas, il faut y aller. Et effectivement, puis relativiser les choses. En fait, on fabrique des skis et voilà. Et on n'est pas chirurgien. Du coup, à contrario, quelles sont tes plus grandes satisfactions ou les plus grands accomplissements dont tu es le plus fier? La plus fière? Je suis très très fière aujourd'hui d'avoir fait changer mon job au sein du groupe Rossignol et d'avoir convaincu le management de l'époque qu'il fallait se lancer dans la RSE. J'ai beaucoup de chance qu'il m'ait fait confiance, mais aujourd'hui je suis très fière du job que j'ai parce que ça a du sens pour moi dans le contexte actuel.
Et parmi mes satisfactions, il y a aussi le fait que la RSE, elle soit réalisée par plein de personnes et plein de services, et qu'en ça soit, on n'ait pas un méga service RSE en disant bon, la RSE, c'est Laure et son équipe, nous on s'en occupe pas. Et ça, je suis super fière de ça. Ce matin, les équipes, elles bossent sans moi sur la stratégie bas carbone, et c'est ma plus grande satisfaction. Ils s'emparent des sujets, et puis ils y vont. Et puis finalement, ils ont plus d'infos que moi. Ils sont chacun pertinents dans leur domaine. Donc finalement, j'aime effectivement donner, faire confiance, laisser les gens s'épanouir, parce qu'en fait, ils ont tous de super qualités. Alors, tu l'auras compris, nous, dans ce podcast, on aime bien les vrais retours d'expérience. Alors, est-ce que, justement, tu as un souvenir, une anecdote sur une situation que tu aurais vécue, une situation incroyable, particulière, singulière chez Rossignol depuis que tu y travailles? Ouais, alors comme ça fait 20 ans, j'ai vu beaucoup de choses, mais finalement, je crois que dans les transports et principalement dans les avions, il y a toujours des anecdotes. Et je me souviens d'un jour, je crois que c'était une finale de Coupe du Monde en plein été. Je suis arrivée à l'aéroport, l'avion était en surbooking, il y avait des files d'attente énormes. Et une personne que je ne connaissais pas, bienveillante, qui a vu mon désarroi, m'a fait passer pour sa femme pour que je puisse passer plus rapidement au contrôle. Et je suis passée devant tout le monde, et du coup, ce genre de situation renforce à chaque fois le fait que je me dis, mais en fait, finalement, lorsqu'on est sympa, souriant, agréable, il y a toujours des gens qui ont envie de vous aider. Et en plus, j'ai fini par avoir même une place dans l'avion qui était en surbooking, parce que finalement, une des hôtesses est venue me voir à la fin. J'étais toute seule dans ma salle d'embarquement. Il m'a dit, Madame, il reste une place au premier rang, là, etc. Allez-y, elle est pour vous. C'était sur un strapontin, mais je suis rentrée dans l'avion et j'ai pu partir. Et je me suis dit, la vie est quand même assez incroyable, en fait, du moment où finalement on garde le sourire, on lâche prise et on se dit, bah si je monte dans cet avion, j'y monte. Si j'y monte pas, bah c'est peut-être pas la fin du monde. Alors du coup, quand c'est difficile, dans les moments un peu plus compliqués, qu'est-ce qui te fait tenir? Pourquoi tu t'accroches finalement? Pour être alignée avec moi-même, c'est hyper important. J'ai pris conscience depuis pas mal de temps que le changement climatique, il était là, qu'on pouvait pas le nier, et que je dois agir tout simplement. Je peux pas baisser les bras pour mes enfants, entre autres, pour aussi bien sûr les générations futures. Et j'ai la chance, je me dis, je peux bouger et moi, me faire agir moi. Je peux faire bouger les choses pour un groupe comme Rossignol. Je peux faire changer aussi les salariés du groupe comme Rossignol. Donc, ça fait encore plein de personnes. Et j'essaye aussi d'embarquer plein d'autres entreprises. Je suis dans plusieurs organisations et à chaque fois qu'il y a une entreprise qui me dit, bon, allez, ça y est, on y va, on est convaincu. Je me dis, non, mais c'est trop bien. Il faut continuer. Et ça, du coup, ça me donne une grande satisfaction et l'envie encore plus, du coup, de poursuivre, quoi. C'est quand tu vois que tu as de l'impact, que ça se matérialise réellement, que ça redonne de l'énergie, c'est ça? Exactement. Ouais. Et du coup, à titre personnel, quel est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner pour avoir cette pêche caractéristique de ta personnalité, vraisemblablement? Je crois que le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est de dire d'être bienveillant, de s'attacher à voir les bonnes choses, les bons côtés des personnes, de pas être dans les a priori. Et finalement, quand on est dans cet état d'esprit, c'est hyper facile d'embarquer, de donner envie. En fait, les gens, ils ont envie de faire avec du coup ce genre de personnes, de travailler avec eux, de donner finalement. Et je crois que c'est vraiment ça en fait. D'être bienveillant, je crois que c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Et alors, par rapport à l'industrie de l'outdoor, qui a eu beaucoup d'évolutions ces 10 dernières années, est-ce qu'il y en a certaines que tu as, qui t'ont marqué en fait, que tu as trouvé plus pertinentes, plus avant-gardistes que d'autres? Alors, je suis très très contente de voir que le monde de l'outdoor, qui plus que tous les autres en plus vit et dépend de son environnement et vraiment du respect de la nature, se bouge, qu'il y ait une prise de conscience à la fois des acteurs de l'industrie et aussi des pratiquants. Et je suis contente de voir que ce changement il est amorcé.
Il y a plein d'initiatives depuis des années, des labels qui ont vu le jour, comme par exemple 1% pour la planète qui a été officiellement lancé en 2002, mais en fait qui date de 85 avec Patagonia. De voir qu'il y a des labels dans les années 92 avec Ecotex pour avoir du textile, du coup plus écologique et ça, du coup, ça, c'est quand même des évolutions que je salue de voir, OK, ça bouge. Il y a des choses, il y en a qui datent de très longtemps, il y en a d'autres, c'est dernièrement. Il y en a, ça doit être de la réglementation, comme l'affichage environnemental, mais tout ça, en tout cas, ça fait bouger les lignes. Et du coup, je vois que le monde de l'outdoor est en train de se bouger. Il y a encore beaucoup à faire. Le textile fait encore partie du coup des secteurs à fort impact, mais ça bouge. Il y a des gens qui bougent et il y a des gens qui donnent envie et j'espère que ça va bouger encore plus vite. Alors évidemment, la RSE, elle a une partie de plus en plus importante de notre industrie. Pour toi, le plus gros challenge qu'on doit relever collectivement, c'est quoi ? Le plus gros challenge, c'est initier un shift culturel et proposer à nos consommateurs un nouveau récit pour le faire évoluer. Et ça, c'est une action collective à laquelle toutes les marques doivent s'atteler ensemble. Ce qui doit devenir inspirant, c'est d'aller faire une rando avec des potes dans les montagnes à côté, avec du matériel de seconde main. Et c'est pas prendre l'avion pour aller couvrir le bout du monde avec des super trucs tout neufs, etc. Pour moi, c'est ça. Il faut initier un nouveau récit et il faut qu'on change les mots. Faut pas parler de oui, mais ça sera moins bien. Mais non, en fait, ça sera mieux. On fera un retour à l'essentiel. On va rien perdre. Il faut pas parler effectivement. Enfin, faut transformer les euros en bonheur. Il faut transformer tous ces mots et proposer un nouveau récit que le consommateur va dire. Mais en fait, c'est ça qui est super bien. Et quand le consommateur trouvera que c'est super bien d'avoir de la seconde main, d'aller à côté et d'être avec des amis, etc. Et de faire plus simple, un petit retour aux sources. Et ben là, on aura gagné en fait. Mais ça, c'est un gros travail collectif. Alors, c'est marrant parce que tu parles de la seconde main. Je suis tombée sur une étude de l'Ipsos de septembre 2022 qui indique que 80% des Français sont prêts à recevoir des cadeaux de seconde main. Alors, au moment de cet enregistrement, on est tout proche de la période de Noël. Du coup, j'espère que nos consommateurs et néanmoins auditeurs penseront peut-être à cette option pour leurs cadeaux sous le sapin. Mais bien évidemment, il y a plein de choses, que ce soit de la seconde main, du défaut d'aspect. Enfin, aujourd'hui, il existe plein de choses, que ça soit des livres. Il y a plein de sites où on peut acheter des livres d'occasion, des sites où on peut acheter du matériel d'occasion. Enfin, c'est formidable. On va dire, ces objets qui ont encore toutes leurs fonctionnalités, qui peuvent servir à quelqu'un d'autre au lieu d'aller encore extraire des ressources et des matières premières. Utilisons tout ce qu'on a déjà sur la planète et qui a déjà, du coup, nécessité de l'énergie et des matières pour être construit. Donc la première étape, si je comprends bien, c'est donc déjà faire évoluer, changer les états d'esprit pour ensuite faire bouger les lignes des modèles d'affaires, de consommation, de vie. C'est valable pour l'industrie de l'outdoor, mais pour tout, finalement. Et après, les étapes suivantes, importantes, selon toi? L'étape la plus importante, je crois, c'est qu'il faut convaincre tous les CEO de toutes ces boîtes de l'industrie outdoor. Il faut les toucher au cœur. On sait qu'en fait, quand on a la tête qui est alignée avec le cœur et le corps, le changement est possible et qu'en fait, on peut se mettre en énergie pour aller vers où on désire. Et aujourd'hui, le changement climatique, pour encore un certain nombre de CEO, il est dans la tête, c'est des chiffres, ils les voient passer, comme tout un tas de chiffres que voit passer un CEO. Et je crois que tant qu'on les aura pas touchés au cœur et qu'ils sentiront pas qu'en fait, on est obligé d'y aller, il n'y a pas le choix et qu'ils seront pas vraiment touchés en se disant mais c'est pas possible, on peut pas vivre comme ça, on n'y arrivera pas. Donc pour moi c'est hyper important. La RSE elle doit être incarnée par le CEO dans tous les messages, dans toutes les actions et les décisions et pour ça il faut qu'il soit touché vraiment au cœur. Alors justement, à propos de toucher au cœur, il y a quelques mois, on a eu une conversation, toi et moi, qui m'a touché au cœur quand tu m'as parlé d'entreprises régénératrices.
Est-ce que tu pourrais en parler à nos auditeurs, nous expliquer ce que c'est? Oui, bien sûr. Une entreprise régénérative, c'est une entreprise en fait qui donne plus au vivant qu'elle ne lui en prend. Et aujourd'hui, c'est ce vers quoi doit tendre toute entreprise. On peut pas continuer en fait à faire ni du business as usual, je fabrique, je vends et je m'occupe pas de mes déchets, ni de la RSE qu'on appellerait de la RSE à la papa en disant OK, je vais diminuer de 1 à 2% mes émissions. Enfin, ça suffit plus dans le monde dans lequel on est. Quand on voit les changements visibles du changement climatique, il faut y aller et il faut du coup redonner à la nature. Donc en fait, il faut que chaque entreprise retrouve quelque chose qui la relie à la nature. Pour Rossignol, on a un lien très fort avec le bois, avec les forêts, puisqu'en fait, dans tous nos skis, il y a un noyau, une âme en bois, et donc aujourd'hui, on souhaite se reconnecter à la nature via le bois et les forêts, et on est en train d'imaginer justement quels pourraient être des nouveaux business models en lien avec ça, et comment du coup on pourrait redonner plus à la nature qu'on lui en prend. Alors ça, c'est très intéressant. C'est Fabrice Bonifay aussi du groupe Bouygues qui parle énormément de l'entreprise régénérative. C'est son sujet. Et petite question justement par rapport à l'évolution des normes aujourd'hui à la CSRD qui arrive. On sait donc, et nous sommes d'accord pour dire que la norme n'est pas suffisante, mais elle est quand même obligatoire pour pouvoir à un moment donné faire bouger quand même, parce que sinon on voit qu'il y a une inertie qui est très importante. Donc elle est insuffisante, mais c'est bien qu'elle soit là. Et comment on arrive à les toucher au cœur finalement? Parce que dans ces discours-là, que ce soit celui que tu tiens ou celui de Fabrice, les gens qui sont convaincus, comme moi par exemple, bien sûr qu'on embrasse le sujet, mais il y a des difficultés sur certains profils, sur certaines entités qui vont être moins à même. Donc quels sont les arguments? Est-ce que tu as des petits tips pour essayer de les embarquer? Alors je crois que c'est pas des arguments. Je crois que ça soit une expérience, un vécu, parce qu'en fait, il faut le ressentir, en fait. Pour toucher au cœur, il faut l'avoir ressenti. Il faut faire une sorte de U. Il faut, en fait, vivre une expérience qui fait qu'au bout d'un moment, c'est là, et en fait, on sent que c'est pas possible de pas agir. Et en fait, je pense qu'il faut le sentir dans ses tripes, de se dire, OK, là, non, c'est pas possible. Je suis au fond du U, j'ai accumulé tellement d'informations scientifiques par des gens qui connaissent, etc., qu'en fait je peux plus, je suis obligée d'agir et je suis obligée de ressortir de ce U et de dire OK, ça y est, j'y vais, on agit. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrivera à les toucher au cœur. Donc en fait, c'est plus par une expérience. C'est ce qu'on fait au sein de la Convention des entreprises pour le climat. On fait vivre cette expérience en U aux dirigeants pour qu'en fait ils le sentent dans leur tripes. Et une fois qu'ils l'ont senti dans leur tripes, ils en parlent d'une façon finalement encore meilleure que les responsables RSE. Et du coup, une fois que ça les a touchés, ouais, ça c'est gagné. Et du coup, on a fini la première session de la CEC avec 150 entreprises. Et du coup, là, on est en train de la déployer, de faire plein de petites CEC territoriales, en espérant toucher de plus en plus, du coup, de CEO au cœur, pour qu'eux aussi veuillent s'engager et qu'ils trouvent qu'en fait que la bascule, elle est jusque là, elle est obligatoire et on doit y aller. Et c'est parti, quoi. Est-ce que pour nos auditeurs qui auraient peut-être pas vécu ça dans leur trip, tu aurais un conseil de livre à lire sur la RSE ou sur le business ou les entreprises régénératrices? Alors là, j'en ai pas sur l'entreprise régénérative. J'étais en train d'en chercher. Ça tombe bien parce que du coup, des salariés m'ont posé la question. Alors, j'en ai pas encore trouvé. Je vous les ferai passer par mail à l'occasion. Mais en ce moment, le livre que j'aime beaucoup et qu'on a mis à disposition du coup de nos salariés, c'est Tout comprendre ou presque sur le climat. J'aime beaucoup ce livre parce que le CNRS a souhaité lutter contre la désinformation. Et du coup, a choisi de bosser avec bon pote, le blogueur, enfin Thomas Wagner, et une super graphiste pour offrir une bande dessinée qui permet d'aborder simplement les concepts qui sont hyper compliqués. Et du coup, ce bouquin rend compte de ce qu'on sait vraiment aujourd'hui sur le changement climatique.
Et du coup, ça explique, c'est illustré. Et du coup, ouais, j'aime beaucoup ce livre. Et en plus, justement, on peut l'acheter sur des livres d'occasion. Alors, pour nos auditeurs qui se poseraient la question de la prononciation, on peut aussi bien parler d'entreprise régénératrice ou d'entreprise régénérative. C'est exactement la même chose. Exactement. Merci beaucoup Laure Jarlot de Rossignol d'avoir été notre invitée. Voici les points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que dans la vie, il faut oser et parfois oser ne tient qu'à un coup de fil. Le second, c'est que dans le domaine de la RSE, il ne doit pas y avoir de concurrence. En fait, il n'y a qu'en travaillant ensemble, y compris avec ses concurrents, mais néanmoins et avant tout confrères, qu'on peut s'en sortir collectivement. Le troisième point, c'est qu'il faut s'attacher, en tout cas d'après Laure, il faut s'attacher à voir le bon côté des gens, être bienveillant et ne pas les juger. C'est sa manière, en tout cas, de rester optimiste. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il nous faut initier un shift culturel qui soit inspirant pour faire bouger les modèles d'affaires et développer des entreprises régénératrices. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivés au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado-diffusion et à mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoor ? Alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.